Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue du coup pour une nouvelle conférence, un nouveau topo. Pour ce soir, un sujet qu'on a déjà un petit peu évoqué par le passé, comment travailler avec une galerie. Et pour ce sujet, nous vous proposons donc d'échanger avec Mathilde. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Pierrick. Euh, et Mathilde, du coup, je te laisse Ouais, bah, écoutez, bah, je suis ravie de rejoindre ce webinaire sur comment travailler avec une galerie. Donc, je suis Mathilde Jouan. Je suis diplômée des Beaux-Arts de Caen et je suis docteur en esthétique, sciences et technologies des arts de Paris 8. Je suis également la fondatrice de voir.fr, une galerie en ligne, enfin, on va dire plutôt une plateforme en ligne. Voilà. Et donc, j'accompagne des artistes chez Topo depuis maintenant plus d'un an. Donc voilà, je suis ravie de pouvoir aussi donner mon point de vue sur cette question. Et du coup, pour ce que l'on vous propose pour ce soir, un format un petit peu différent de d'habitude, peut-être un petit peu moins académique. Le but, ça va être d'échanger, de vous donner aussi les retours que l'on a, notre expérience à tous les deux et de pouvoir faire vraiment un dialogue sur ces sujets. En guise d'introduction, du coup, une première information, comme d'habitude, il y aura une base de données que vous pourrez retrouver sur le site de Topo avec un certain nombre voilà, de galeries associatives, de listings de galeries aussi, voire certains rapports un petit peu qui nous ont aidés à produire ce contenu. Première chose, un petit peu sur la question des galeries, des marchands d'art, de l'origine aussi des galeries. Du coup, Mathilde, un petit peu quelques infos là-dessus. Alors ouais, en effet, alors quelques chiffres aussi. Là, on voit, si on estime que le marché de l'art est apparu au 16e, le concept de galerie d'art s'est vu développer au cours du 18e. En effet, une définition de la galerie d'art comme un lieu qui rassemble des œuvres d'art afin de les exhiber auprès d'un public, mais pas que, puisqu'il s'agit quand même aussi d'un lieu marchand avant tout. Et il faut pas oublier cette dimension marchande de la galerie, parce que c'est ça qui est important et c'est ça qui va faire la différence en fait entre une galerie et un lieu de monstration. Exactement. Et du coup aussi dans la question des marchands, c'est un petit peu voilà, le titre que vous voyez, la différence qu'il pourrait y avoir entre la galerie, ce lieu alors physique où on va le voir qui peut être présent sur Internet, qui va vendre des œuvres, souvent, et alors ça a tendance à évoluer, mais souvent sur des artistes du premier marché. Mm-hmm. Donc des œuvres qui sont proposées pour la première fois à la vente, qui vont sortir de l'atelier, là où la question du marchand d'art, à l'image un petit peu voilà, de Voilà, l'autre, second marché, c'est vrai. où là on va être plus sur du second marché, donc sur des œuvres qui sont déjà passées en vente, qui vont être sur de la revente, alors soit d'artistes vivants, soit d'artistes déjà décédés. Oui, c'est ça. Le galeriste, a priori, il est en relation directe avec les artistes. C'est ça qui est important. Il met en valeur le travail. Il a une très bonne connaissance du travail des artistes qu'il présente. Et le marchand d'art, lui, il va travailler plutôt avec un second marché. Alors parfois le marché des artistes morts, c'est-à-dire la revente d'œuvres. Hein, et si on peut donner quelques chiffres par rapport à ça, il existerait a priori environ 2000 galeries en France. Et sur ces 2000 galeries, il y en aurait 1000 qui seraient à peu près concentrées sur Paris ou le bassin parisien. 70% de ces galeries travailleraient déjà avec le marché de seconde main. Et puis 30%, les 30% restants, il y en aurait la moitié qui travaillerait aussi avec des artistes étrangers.
Si on vous dit tout ça, c'est aussi pour que vous vous rendiez compte qu'il y a très peu de place finalement pour des artistes français vivants aujourd'hui. Donc c'est évidemment très difficile finalement de rentrer en galerie. Et c'est pas une honte en fait en tant qu'artiste de ne pas avoir de galerie. Il y a des artistes qui s'en sortent très bien sans et qui vendent très bien sans galerie. C'est ça, en sachant qu'on va le voir du coup juste après, ça va être important que vous puissiez comprendre euh, la différence entre les différents types de galeries. Parce qu'il y a en effet cette notion de vente, parfois de promotion de la part des galeries, ce vrai travail de promotion qui est fait sur le marché de l'art, mais il y a aussi un certain nombre d'espaces Mmh. qui portent le nom de galerie et qui le sont, mais qui vont plutôt intervenir plus sur une rémunération symbolique, sur de la mise en réseau locale, par exemple. Tout à fait. Donc ça, c'est ce que l'on va voir justement sur les différents types de galeries. Mmh. Donc on vient de voir justement certains chiffres que Mathilde vient d'annoncer. D'autres chiffres un petit peu, euh, un petit peu différents qui sont donc 88% des galeries, le fondateur est également manager. Ce qui veut Mmh. dire que souvent les galeries, alors on pourrait penser à des grandes galeries, hein, du style Templon ou autre, qui sont surstaffées parfois, avec des assistants, etc. Mais la majorité des galeries sont constituées du ou de la galeriste. Oui, tout à fait. Puis en effet, les galeries portent leur nom, d'ailleurs, hein, Daniel Templon, voilà. Il y a aussi cette individualité qui est liée aux galeristes parce que chaque galeriste a une spécificité, une personnalité, et donc le nom est très important. C'est comme votre nom d'artiste. Oui, En fait, c'est ce qui va faire la différence et c'est ce qui va finalement révéler une réelle identité oui, dans la ligne en fait des galeries. c'est ça, on va le voir, mais du coup, on va dire la singularité qui ressort de certaines galeries est propre à la singularité qu'on va chercher aussi à déceler chez les artistes. Oui, complètement. Une autre donnée intéressante qui est une moyenne de 22 artistes représentés par structure. Il faut comprendre, lorsque même vous commencez à regarder des galeries, qu'il va être très compliqué, justement dans cette recherche d'identité, pour une galerie de représenter 40, 50, 60, 100 artistes. Parce que lorsqu'un galeriste va travailler avec un artiste, il faut que ça corresponde aussi donc, à son identité, mais Mhm. au réseau de collectionneurs. Donc, Oui, c'est complètement. c'est important justement de regarder le nombre d'artistes qui sont dans les galeries que vous repérez, quoi. Oui, complètement. Et puis chaque galerie a sa ligne, a sa spécificité, a ses goûts. Et du coup, c'est important que vous puissiez, en tant qu'artiste, prendre conscience de ça. Vous n'allez pas aller vers une galerie justement qui présente de la photo si vous êtes sculpteur. Donc, il faut quand même avoir justement conscience aussi de ce qu'aime ou de ce que représente le galeriste ou la galeriste. Du coup, une fois qu'on a fait ces quelques chiffres, on va dire très généraux, ça serait bien de se pencher plus précisément sur certains types de galeries. Hmm. Marie Papillon, du coup, qui est présidente du CPGA, je vous invite à aller voir le site du CPGA, donc le Comité professionnel des galeries d'art, explique Oui, selon elle qu'il y a trois types de galeries. Le premier type, ça va être les galeries associatives. oui. Ensuite, ça va être des galeries point de vente, donc plus commerciales. Et ensuite, il y a peut-être ce que vous entendez par galerie, la galerie qui va faire de la promotion. Donc, on va discuter de ça. Ouais. On fait un petit point aussi sur les espaces de location, sur les galeries en ligne, parce que c'est toujours intéressant que vous puissiez avoir quelques notions là-dessus. Du coup, ouais. Sur les galeries associatives, en fait, bon, il y a plusieurs types de galeries associatives, hein, a priori. Il y a des galeries qui sont montées par des collectifs d'artistes qui vont permettre justement une visibilité. Et ce sont souvent des lieux qui sont un peu autogérés Ouais. par les artistes eux-mêmes. Mais il existe aussi des galeries associatives qui sont reliées à des structures et des institutions comme
des galeries de mairie, hein, par exemple, hein, dans des communes. Et là, parfois, en effet, ce sont des bénévoles hein, qui tiennent une galerie. Il en existe, hein, d'ailleurs. Là, moi, comme je suis située en Normandie, par exemple, vous avez une galerie associative à Bernay. C'est complètement géré par des bénévoles, des amateurs d'art, mais qui proposent une vraie programmation, comme une vraie galerie, hein, avec une sélection où vous envoyez un dossier, où il y a une programmation dans le temps. Et ça permet aussi de vendre son travail. Parfois, il y a des galeries associatives qui prennent des pourcentages sur les ventes. Et parfois, il y a des galeries associatives qui ne prennent aucun pourcentage. En revanche, vous devez aussi parfois cotiser dans cette galerie associative. Ouais, en sachant que ce qui est intéressant sur ces galeries, ça va pas, alors l'objectif ne va pas forcément être de la vente. Mm. Par contre, ces galeries associées, vues, comme tu viens de le dire, hein, elles sont gérées par des artistes ou par des personnes du marché de l'art. L'intérêt, c'est que ça va permettre d'avoir un tremplin pour le réseau. C'est vrai. Et donc de rencontrer un certain nombre d'acteurs du marché de l'art. Mm. Le but, comme vous le voyez là un petit peu sur le PowerPoint, ça va être vraiment d'accompagner la création. Donc de mettre en valeur des artistes qui exposent pour la première fois. Sur, Ouais, ouais. sur les galeries, on va dire, autogérées, il y a un modèle. Du coup, l'artiste Runspace, Ah. qui Et est, alors là, Pierrick, j'aimerais bien que tu m'expliques quelle est ta définition de l'artiste Runspace. qui est assez intéressant. Donc, la définition de l'artiste Runspace, ça va être un lieu créé et géré par des artistes pour des artistes. Souvent, Mm. il va y avoir une problématique très vite qui va se poser à la sortie d'école d'art. Comment on expose? Et donc, Mm. le plus souvent, certains artistes vont, tu parlais de se monter en collectif tout à l'heure, ça va être un petit peu ça. C'est j'ai la possibilité, par le réseau à la sortie de l'école d'art, souvent peut-être en lien avec les mairies aussi, hein, de créer un lieu. Mm, mm. Et donc, dans le but premier, c'est de s'exposer. C'est de s'exposer soi-même. Oui. Mais au fur et à mesure, on va dire, de l'avancée des carrières, certains artistes vont rester au sein de l'association, puis d'autres vont partir. D'autres Mm. vont avoir un travail de commissariat. D'autres vont avoir un travail au sein de musées, sur de la médiation, sur de la programmation. Mais ce qui est intéressant, c'est que le réseau à l'origine de la galerie est toujours là. Oui, il y a un turnover en fait. Et Exact, ça permet de se former aussi à exact. différents métiers, quoi. C'est ça. Et du coup, lorsqu'il va y avoir des événements, des vernissages, tout ce réseau qui s'est parfois un peu éparpillé revient à la galerie. Et donc, Mm. quand on a un jeune artiste et qu'on expose peut-être pour la première fois dans un artist run space, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir bénéficier de l'expérience d'artistes qui sont passés avant Mm. et qui ont peut-être pour la suite participé à des résidences, eu des aides de la DRAC, réalisé des expositions dans des centres d'art. Oui, en fait, il s'agit d'un vrai noyau Exact. qui permet justement d'étayer ses connaissances, en C'est fait, ça. dans le milieu de l'art. Ouais. Exactement ça. Ce ne sont pas forcément des lieux où on va le plus vendre. Alors, beaucoup de collectionneurs se rendent quand même dans les artistes run space puisque potentiellement les expositions sont réalisées par des artistes, on va dire, en devenir. Mm. Donc, c'est toujours intéressant pour un collectionneur d'acquérir une œuvre d'un jeune artiste. Mm. Donc, il y a quand même quelques ventes, mais ça va pas être l'objectif principal. Du coup, pour vous, si vous avez justement des artistes run space autour de chez vous, donc là, on partage à l'écran une cartographie, donc directement, vous tapez artist run space sur votre moteur de recherche et vous tomberez sur cette cartographie. Le fait de vous y rendre, alors d'y exposer ou même d'y aller en simple visiteur en tant qu'artiste, va vous permettre d'intégrer ces réseaux-là. Mm. Donc c'est assez intéressant. Quelques exemples. En plus de la cartographie que je viens de vous envoyer, vous pouvez trouver ces galeries associatives directement sur le site de la FRAP. Donc la Fédération des réseaux et associations d'artistes. Ouais. Et c'est vrai que sur la FRAP, qui est la fédération des artistes plasticiens, il y a à la fois ces lieux de monstration, mais il y a aussi des lieux de production.
Oui. qui sont référencés, qui sont adhérents à la Frappe et qui permettent justement de fabriquer son réseau. Et puis surtout, par rapport à la Frappe, je dis souvent, n'oubliez pas aussi, c'est un petit truc, à vous inscrire à la newsletter de la Frappe, ce qui est très utile pour recevoir les appels à projets aussi. Petite parenthèse. Et du coup, en plus de ces newsletters, alors là, vous avez 5 exemples, hein, la galerie Sunset à Bordeaux, Openback à Vincennes, 3 autres sur Paris, d'aller voir aussi, juste de vous y rendre, de regarder les sites internet, de regarder la programmation. Je pense à Openback à Vincennes, Mm. il y a un espace de galerie, donc là où il n'y a pas de pourcentage sur les ventes, par contre, pour les expositions, il y a souvent une participation des artistes à hauteur de l'adhésion de l'association. Donc quelques dizaines d'euros, 20, 30 euros, pourquoi pas. Mais il y a aussi à Openback une résidence. Mm. Donc en fait, Et je rebondis, mais c'est là où justement on fait la différence entre les lieux publics et les lieux privés. Parce que on a souvent l'image de la galerie complètement privée, qui est une entreprise, hein, avec un galeriste ou une galeriste à sa tête, et qui fait des ventes. Et souvent, le fantasme de l'artiste, c'est vrai, c'est d'être représenté par une galerie et d'être dans son atelier uniquement à créer. Mais voilà, on va vous expliquer par la suite que ça se passe pas forcément que comme ça. c'est compliqué. Donc voilà, donc ces lieux-là vont être très intéressants pour le réseau. Une dernière proposition sur la galerie associative. Il arrive parfois, et c'est un peu sur le modèle qu'on vient de voir, hein, mais pas forcément de l'artiste Runspace sorti d'école, mais que vous soyez avec d'autres artistes dans votre réseau à vous poser la question de dire, bah mince, on ne trouve pas de galerie, on ne trouve pas de point de vente. Mais il y a la possibilité du coup de créer son propre point de vente. Mm. Donc là, vous avez un exemple avec l'usine à Pointe-Laval en Drôme, où des artistes dans un milieu rural, assez touristique aussi, parce qu'il y a toute cette vie sur le marché de la poterie, de la céramique, Mm. avec filles créées, etc. Mais du coup, des artistes ont créé un lieu. Donc c'est un tiers-lieu, un modèle associatif. Ils ont la possibilité, vous avez la possibilité en fait de prendre des lieux parfois avec la mairie, des lieux qui sont vides, mais du coup de créer un endroit où vous allez pouvoir vendre. Complètement, parce que c'est vrai que à plusieurs, on est plus fort. On peut porter des projets plus grands. Et donc, il faut pas hésiter aussi à prendre contact autour de vous, dans votre ville, commune, avec des gens avec lesquels vous auriez des affinités justement pour monter des projets. En tout cas, moi personnellement, ça m'est déjà arrivé d'être, voilà, de faire partie de ce genre de structure et de pouvoir bénéficier d'un atelier, d'un lieu d'exposition, d'un lieu où on montait aussi des spectacles et où il y a plusieurs disciplines aussi. Ça peut être assez transdisciplinaire aujourd'hui. Et donc, ça permet des ouvertures différentes et de repenser le modèle de la galerie, finalement. Bien sûr, et puis c'est un lieu où justement, alors il peut y avoir des affinités artistiques humaines, mais aussi des complémentarités d'un point de vue des compétences. Complètement, ouais. Certains vont avoir une capacité justement à créer des expos, d'autres à faire plus de la communication, d'autres à faire un peu de médiation avec le public, ou encore d'autres à aller voir peut-être les mairies pour avoir certaines aides, par exemple. Voilà. Et à monter des projets transdisciplinaires aussi, quoi. Complètement. Exactement. Donc ça, c'était un petit peu pour faire le point sur les galeries associatives. Ensuite, les galeries dites points de vente. Mm. Où là, ça va être un petit peu plus commercial, non? Ça va être ça. Oui, alors c'est vrai qu'on en voit souvent. Moi qui habite une zone un peu bord de mer, il y en a très souvent d'ailleurs. J'habite pas loin de Granville. Granville, il y a beaucoup de, bon, voilà, ces points de vente là. Mais moi, en fait, je dirais plutôt que ce sont des galeries d'artistes. C'est-à-dire que ce sont des artistes qui ont leur propre galerie et qui font leurs ventes. Ça se voit aussi dans les villages un peu touristiques. Je connais bien Uzès, par exemple, plutôt dans le Gard. Et à Uzès, vous avez énormément de galeries dans toutes les rues, voilà, avec des
pratiques assez différentes, hein. Ça peut être des poules, mais ça peut être des choses abstraites. Et souvent, on se rend compte que ce sont des artistes qui louent à l'année, en fait, un lieu galerie, et c'est comme ça qu'ils font leur chiffre d'affaires de l'année. Donc ça, c'est possible aussi parce que j'ai accompagné des artistes qui ont un point de vente, par exemple, à Avranches, qui fonctionne très bien. Et eux qui n'aiment pas forcément justement tout cet aspect, enfin c'est-à-dire relationnel, aller chercher ce qu'ils n'ont pas, etc., qui aiment pas finalement trop bouger, et ben ça peut être une bonne alternative aussi de louer en lieu et de créer sa propre galerie, quoi. Il y a des artistes qui fonctionnent très bien comme ça. Je pense notamment à un artiste qui s'appelle Riège, qui a gagné la médaille du Salon des artistes contemporains l'année dernière ou il y a 2 ans. Il a sa galerie à Rouen et je sais que il fonctionne très très bien comme ça dans ce cadre-là. Donc oui, ces points de vente-là ont leur importance. Oui, en sachant que alors, ces galeries-là, soit qu'elles soient vraiment créées par l'artiste lui-même, ou après qu'il y ait des entités, hein, comme là, Carré d'Artistes qui est présent à l'international, ces modes de fonctionnement vont répondre en effet à la question de la rémunération économique. Oui. Mais par contre, en aucun cas, et là c'est la différence peut-être avec les artistes Runspace ou autres, il va pouvoir y avoir une valorisation symbolique du travail. Puisqu'il ne va pas forcément y avoir d'exposition réalisée avec des commissaires. Il ne va pas forcément y avoir du contenu qui est produit, des textes, des catalogues. Donc, ce sont des solutions intéressantes d'un point de vue économique, bien évidemment. Mais ça ne va pas forcément permettre de compléter le CV. Alors, justement, je veux rebondir sur cette question parce que carrière d'artiste, c'est un peu comme une franchise. Oui. Et en fait, il existe en effet des galeries franchises. Je pense notamment, moi qui suis pas loin de Honfleur, à Honfleur, vous avez les galeries partout. Et les galeries, je sais plus, il y en a d'autres aussi sur Bordeaux. J'en ai retrouvé à Venise. J'en ai retrouvé un peu partout en fait, dans les grandes villes, même place Vendôme, vous en avez pas mal. Où très souvent d'ailleurs sont présentées un peu, comment dire, des œuvres un peu post-pop art. Ouais. Un peu bling bling aussi, hein. Vous les voyez ces gorilles avec en résine, avec ces coulures de peinture fluo magnifiques. Voilà. Donc ça, justement, c'est ce qu'on appelle un peu. Ce sont pas vraiment des copies, mais c'est quand même sur des ersatz de Jeff Koons, de Damien Hirst, de gros artistes contemporains comme ça. Et c'est vrai que ces galeries-là ne sont pas du tout approchables. Enfin, c'est-à-dire que elles vont aller chercher parce qu'elles ont il y a un marché en fait derrière américain aussi. Et ça vend beaucoup aux touristes. En effet, c'est plutôt des œuvres pour des touristes ou des gens qui malheureusement pensent que c'est ça l'art contemporain, alors que non. En fait, l'art contemporain c'est beaucoup plus large que ça. Du coup, ce Donc, sont des choses plus commerciales. plus commercial, et en fait oui voilà, on est sur des franchises et on est sur une dimension, enfin un marché en tout cas qui est pas forcément, enfin qui est absolument pas lié en tout cas au marché institutionnel C'est ça. de base. Oui. Donc il y a quand même de l'entre-deux entre le marché institutionnel, à savoir les galeries comme Templon, et les galeries partout quoi. Il y a quand même un entre-deux, heureusement, et des gens qui font leur boulot avec conviction. C'est ça. Et du coup, pour trouver, on va dire, ces galeries-là, que tu viens de décrire un petit peu pour finir, ça va être la troisième grosse catégorie. Les galeries dites de promotion. Ouais. Du coup, là, même une question comme ça. Comment peut-on définir ce qu'est une galerie de promotion? Ben, une galerie de promotion, enfin, pour moi, c'est une galerie qui va vraiment porter un travail, qui va être au courant, en fait, de ce que vit l'artiste, de ce que fait l'artiste, de là où tend le travail de l'artiste. Il y a, comment dire, une vraie relation humaine, en fait, qui se passe. Et donc,
la personne, c'est-à-dire le galeriste ou la galeriste, est tout à fait en mesure de promouvoir le travail de l'artiste. Donc en effet, il y a des porosités au niveau de l'esthétique entre les valeurs de la galerie et les valeurs de l'artiste. En effet, comme tu le notes, une spécialisation dans le choix des œuvres et des artistes, et puis un acte de médiation. On est tout à fait en tant que galeriste, en vrai galeriste, en vrai, capable de vendre et d'expliquer au public les spécificités d'un travail. C'est pas juste ah c'est beau, vous aimez donc vous achetez. Il y a aussi tout le passif de l'artiste, tout son parcours, tout ce que vous en tant qu'artiste vous mettez en œuvre dans votre démarche, qui est importante en fait parce que c'est de la transmission tout ça. Donc Oui, puis ouais, il y a aussi un fort lien, et ça, c'est le travail aussi du galeriste, c'est de remettre en contexte le travail. Au oui, regard de l'histoire de l'art, de tout ce travail-là, et pas uniquement, comme pourraient le faire peut-être des galeries plus commerciales, vendre un produit. c'est C'est, ça. il y a l'œuvre et on va l'intégrer dans des questions d'intention, dans des questions de démarche artistique. On va pouvoir faire des liens avec d'autres artistes, avec des mouvements parfois. Oui, complètement, parce que un vrai galeriste, il est censé aussi avoir une vraie connaissance du terrain et puis une vraie connaissance de l'histoire de l'art. Oui, Donc, c'est pas juste quelqu'un qui, avant ça, était vendeur de matelas. exactement. C'est quelqu'un qui... Alors, faut savoir une chose quand même, c'est que le métier de galeriste ne s'apprend pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas souvent, mais c'est un peu comme antiquaire. C'est-à-dire que le métier d'antiquaire, il n'y a pas d'études hein, pour être antiquaire. Souvent, ce sont des métiers qui se transmettent de génération en génération et où, en fait, le côté humain prime quand même sur le côté scolaire des choses. Et, euh, et c'est vrai que dans le cadre du métier de galeriste, en fait, il y a des codes et des règles qui sont intrinsèques en fait au milieu et qu'on n'a pas forcément quand on est artiste, mais plus on côtoie des galeristes, plus on développe justement ce vocabulaire et plus on est apte aussi à identifier ce qui nous conviendrait ou pas en tant qu'artiste. Donc Exactement. En voilà. le galeriste ou la galeriste, enfin, son métier va aussi beaucoup se rapprocher de celui d'artiste au final. Ah mais complètement, complètement parce que d'ailleurs vous avez beaucoup de galeristes qui de base ont fait des études d'art, ou soit à l'école du Louvre, soit dans les universités d'art plastique, soit dans les écoles d'art, hein, et ont eux-mêmes eu une pratique artistique ou en ont encore une, Non, bien sûr. ce qui est très souvent le cas, parce que justement il y a des accointances avec le fait de faire. Plus vous allez vers un ou une galeriste qui a conscience aussi de comment vous travaillez de l'intérieur, hein, de votre processus, plus en effet vous allez vous sentir à l'aise avec ça, dans la mesure où il va être en capacité de vous comprendre. Ouais, et du coup, ça, c'est vraiment important à garder en tête, puisqu'on va le voir après dans la relation qui va vous lier Mm. avec une galerie, c'est d'entendre et de comprendre que la personne en face de vous n'est pas juste une personne qui dispose de murs ou qui dispose d'un réseau de collectionneurs ou de capacités commerciales que vous n'aurez pas. Bien sûr. On est comme tu dis, dans le même bateau, quoi, hein. Euh, Oui, et on va dans la même direction, celle d'apporter quelque chose en plus à oui, l'histoire de l'art. Vous, ça va être par la production d'œuvres. Le galerie, ça va être par la production d'expositions et par la valorisation du travail. ouais, complètement. C'est la démarche d'un galeriste. Du Mm. coup, on vous partage à l'écran un guide qui est produit par Artention. Alors, c'est la 7e édition, je crois qu'elle date de 2024. Euh, et elle rassemble donc voilà 975 galeries. Et c'est assez intéressant parce que ce sont des galeries professionnelles, vraiment dites de promotion, mais il y a vraiment toute échelle. C'est-à-dire que vous allez trouver certaines galeries qui sont tenues voilà, par une personne et qui sont des galeries et des galeristes accessibles Mm. humainement et artistiquement.
Voilà, donc le guide est assez bien fait, puisqu'il va répertorier certains types de pratiques, il va également faire une cartographie géographique. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter directement, je crois qu'il est accessible sur le site d'Artention. Également, quelques petites cartographies pour trouver ces galeries-là, dites promotionnelles. Alors là, une sélection un petit peu plus pointue avec le CPGA, donc le Comité professionnel des galeries d'art, où là, il n'est recensé, je crois, que 300 galeries, avec quelques galeries en dehors de la France. Et puis, bien évidemment, sur le site du CNAP, donc le Centre national des arts plastiques. Dans l'annuaire, je ne sais plus combien il y a de ressources, mais en tout cas, sur les galeries, il y a un certain nombre de structures qui sont référencées. Ouais. L'avantage, c'est que tout le monde ne peut pas s'auto-référencer sur le CNAP. Non. Il valide le référencement. Donc, les structures qui vont être validées sur le CNAP, c'est, comme je le dis, là, c'est vraiment une validation de la part de la structure. Donc, c'est assez intéressant d'aller regarder ça. Plutôt que d'aller taper Galerie d'art Paris, Marseille, Lyon, je ne sais pas où vous habitez, sur un moteur de recherche, ça peut être plus intéressant de regarder sur les sites un petit peu plus officiels, quoi. Voilà, donc ça. Un point peut-être sur les espaces de location. Ah. 2 espaces. Je vais te laisser parler du premier, je parlerai plus du second. Peut-être le premier sur ce qu'on va appeler les galeries Simèze. Alors oui, galeries Simèze, ou ce que moi j'appelle les loueurs de murs, en fait, qui sont je vais pas dire que ce sont des fausses galeries, parce que ce sont pas des fausses galeries, mais si on en prend la définition, c'est une galerie. Oui, voilà, par définition, mais en fait, il faut se méfier. Déjà, ça rejoint la question, faut-il payer pour exposer? La réponse est non. Il faut être payé pour exposer, ou alors, si on expose en galerie, en tout cas, il faut avoir des perspectives de financement, en tout cas de gagner un peu de sous avec ce qu'on fait. L'idée n'est pas de dépenser de l'argent pour montrer son travail. Donc oui, les loueurs de murs, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez... mais parfois, j'en vois aussi sur le site de la Maison des Artistes qui propose justement ce type de service. Ou alors on va vous vendre tout un contexte formidable. J'en vois aussi sur Instagram. On vous dit oui, nous recherchons des artistes pour faire partie de la galerie, etc. Dès que vous voyez que c'est 200 € le mur pendant 3 jours, c'est pas la peine, enfin, et même moins, etc. C'est pas la peine d'y aller parce que, en effet, ça ne crédibilise pas forcément le boulot. Dans la mesure où même ça a une tendance à le faire passer du côté amateur. En fait, il n'y a pas un professionnel qui va louer une galerie comme ça pour exposer, quoi. Oui, puis en plus, on va forcément, les personnes qui gèrent ça ne vont pas forcément être dans des logiques curatoriales ou scénographiques. Ce qui fait qu'on va avoir un pan de mur pour 200 €, comme tu viens de le dire. Ouais. Et puis, il va y avoir des œuvres très différentes, alors sur les techniques, mais aussi parfois sur la qualité de la pratique, il faut le dire. Et donc, il n'y a pas de vrai travail. Et puis, oui, même s'il y a de la surveillance, les personnes qui sont là pour surveiller l'expo seront pas du tout en mesure de vendre votre travail. Donc, c'est pas du tout un boulot de galeriste. C'est vraiment juste un espace que vous louez. Et dans ces cas-là, parfois même, on vous demande d'être sur place, vous. Bon, autant être chez soi et faire ça dans votre atelier. Ou alors, la deuxième solution, qui là, moi, de mon point de vue, je trouve est intéressante, c'est de louer un espace vide. Là, ça peut être intéressant. Alors, si vous disposez d'ateliers, c'est toujours mieux même de faire une exposition dans son atelier. Ça peut être une exposition collective, ça va créer de l'intimité avec des personnes, oui. Mais du coup, les espaces de location, déjà, il n'y a pas de malentendu. Il n'y a pas un malentendu sur oui, mais il va y avoir de la vente, du passage, non. La personne vous loue son espace, à vous de créer l'événement. Ça peut être intéressant parce que ça peut être le moyen de créer, le moment de créer des expositions collectives, donc aussi de partager le réseau, et donc se fédérer, mais aussi d'inviter d'autres experts du monde de l'art. Donc
galeristes qui seraient passés à votre atelier, avec qui vous commencez à échanger, peut-être que c'est le moment de les inviter aussi. Ça peut être ça. Mais là, du coup, vous êtes en maîtrise de la Oui. communication, de la médiation, de la commercialisation, de l'accrochage, bien évidemment. Donc ça, Il faut que l'espace soit beau. c'est pour ça que je vous partage Wild, un lieu à Paris, donc derrière l'hôtel de ville, j'ai plus le nom de la place, mais devant l'Académie du Climat. Un lieu magnifique. Si vous êtes parisien, allez voir ce lieu. Donc au rez-de-chaussée, il y a quatre pièces qui se communiquent. Je crois qu'il y a une centaine de mètres carrés. Et ce sont des lieux qui sont intéressants et qui parfois vont arriver à proposer aussi des tarifs un peu plus accessibles pour les artistes ou collectifs d'artistes. Donc ça, il peut y en avoir. Moi, j'ai cette référence-là sur Paris, mais il peut y en avoir dans beaucoup d'autres lieux. Dans les lieux touristiques, parfois aussi, même si ce n'est pas forcément le lieu pour vous. Un autre point, pour finir, sur les galeries en ligne. Alors, deux catégories. La première, ça va être les galeries en ligne qui vont parfois aussi disposer d'un lieu physique. Je pense notamment à la galerie Willow Grove. Donc, il y a un espace physique sur Paris et également un espace en ligne. Ouais. Et Amélie Maison d'Art aussi, du coup, oui, c'est vrai. Où ils ont un espace physique, mais alors c'est pareil, c'est de la sélection. On peut pas y rentrer comme ça. Ce sont pas des galeries open, quoi. On va dire comme d'autres. Finalement, il y a une vraie sélection et il y a une ligne, encore une fois. Là, on a peu parlé de la ligne des galeries, mais cette ligne, en fait, on peut la ressentir, hein, notamment chez Amélie Maison d'Art. On a une ligne qui est justement un peu déco aussi. Il s'en cache pas, hein, qui est un peu design. Et puis vous allez avoir des galeries. Moi, j'ai connu une galerie qui avait une ligne vraiment très spécifique, à savoir érotique, voire porno. Le galeriste en question, il avait cette ligne et on pouvait tout à fait voilà, l'identifier, quoi. C'était figuratif, c'était érotique, voire porno parfois. Et lui, il s'en cachait pas. C'était sa ligne, c'était ce qu'il aimait. Et ça marchait très bien parce qu'il avait les collectionneurs pour. Encore une fois, Amélie Maison d'Art ou William Grove ont les collectionneurs qui vont avec justement leur ligne. Exactement. Et surtout, ce qui est important à comprendre, c'est ça, c'est vraiment d'aller identifier, alors sur ces galeries-là, mais même sur d'autres, quelles sont les caractéristiques. Donc, les caractéristiques sur la ligne, sur ce qui est présenté, sur les typologies d'œuvres aussi. Et sur le public, essayer de comprendre à quelle logique commerciale et d'identification de clientèle ça peut correspondre. Oui. Typiquement, Willow Grove, on va être sur des tarifs qui sont présentés en galerie entre 50 et 5 000 euros. On va plutôt être sur un public de nouveaux collectionneurs. Ouais. Plutôt citadins, des personnes qui sont assez jeunes, 35, 45 ans. Complètement, ouais. Qui sont pas forcément, qui sont des primo-collectionneurs. Et donc, ça revient aussi à ce qu'on a mis sur le PowerPoint tout à l'heure. Elles, tout leur travail, c'est peut-être d'aller chercher des jeunes qui n'ont pas encore acheté, qui vont peut-être acheter une œuvre à 50, 150, 200 euros, et puis petit à petit de construire un travail. Et faire en sorte que, vous avez acheté cet artiste-là, mais peut-être qu'on peut, par la suite, aller sur des œuvres plus conséquentes. Complètement, ouais. Du coup, un dernier point comme galerie en ligne, vraiment les plateformes. Ah bah alors là, les plateformes, oui, c'est une autre histoire. Si vous prenez une plateforme comme, là on voit le logo Art Majeur. Art Majeur, Art Majeur, alors on va dire que c'est la plus connue en France finalement, la plus grosse aussi, mais que Art Majeur, ça a été créé dans les années 2000. Ça a évolué petit à petit, voilà. Et c'est une galerie en ligne qui est pas du tout sélective. C'est-à-dire qu'il y a zéro sélection. Ma grand-mère qui fait du crochet peut tout à fait aller sur Art Majeur. Et c'est là où il faut vous poser la question en tant qu'artiste, est-ce que ça m'intéresse d'être à côté
Monique qui fait, je sais pas, des aquarelles de bateaux ou voilà. Est-ce que ce ne serait pas dévaloriser mon travail que d'être sur ce type de galerie? Sachant qu'Armageur, c'est pareil. Forcément, ils ont un modèle économique. Oui. Plus vous payez votre abonnement cher, plus vous remontez. Sinon, vous êtes noyé dans une masse. Je sais même pas combien il y a d'artistes sur Armageur, mais c'est fou. C'est un peu comme Singular. Alors même s'ils ont perdu des artistes depuis quelques années, parce que Singular, en fait, ils ont revu leur modèle économique tous les ans, pratiquement, depuis qu'ils existent. Et là, alors là, ils sont assez mignons parce qu'ils font payer un abonnement, je sais plus combien par mois. Mais en plus de ça, maintenant, sur les ventes, en plus d'impacter un pourcentage, ils impactent aussi la TVA à 20%. Donc là, on arrive à quelque chose où l'artiste récupère genre 30% en fait du prix de son œuvre. Rise Art, c'est un peu pareil. Alors, ça a été créé à Bordeaux, hein, Rise Art, de base. Hein, ça s'appelait pas Rise Art. Et ça a été racheté. Et ça, c'est complètement expansé maintenant. Donc, on est sur un marché mondial, ce qui fait que faut vous poser aussi la question de savoir est-ce que vous voulez être noyé dans la masse. C'est aussi ça. C'est avoir, en tant qu'artiste, une singularité, quelque chose qui vous différencie des autres. Est-ce que, par exemple, moi, en tant qu'acheteuse ou collectionneuse, si je fais un tour sur RiseArt, je vais pas passer 4 heures et demie à scroller et puis finalement à me décourager en me disant je ne sais absolument pas quoi acheter. Et donc voilà, c'est peut-être ciblé aussi davantage. Artspur, c'est encore différent. Artspur, c'est pour les galeries en fait de base. C'est plutôt les galeries qui s'inscrivent sur Artspur, où elles payent un abonnement mensuel, et où Artspur prend aussi, bien évidemment, des pourcentages sur les ventes. Donc tout ça, il faudrait bien étudier les conditions générales de chaque plateforme et vous demander en fait si vous y avez votre place, si ce qui est proposé est dans votre ligne aussi, enfin si vous vous sentez bien et et où, enfin faites un essai, savoir si vous vendez aussi, ça c'est important parce que parfois on paye un abonnement puis on se dit bah j'ai pas de retour sur investissement. Donc il faut vraiment étudier toutes ces possibilités, mais il y en a quand même. Enfin, je ne fais pas que la critique de ces 4 plateformes là présentées parce que j'ai rencontré des artistes qui vendaient très bien sur Armageur et qui étaient très contents. Donc, faut pas non plus complètement dénigrer ces modèles-là, mais par contre, il faut bien les étudier par rapport à votre travail à vous. Oui, puis ce qui est important aussi de comprendre, c'est que sur ces plateformes-là, euh, vous pouvez aussi les utiliser lorsque vous avez déjà des clients. Mm. Vous pouvez très bien vous dire, bon ben voilà, j'ai pas forcément la solution technique pour gérer une plateforme de vente sur mon propre site web, notamment également après toutes les questions de transport, de douane, etc., qui sont souvent gérées par ces plateformes. Du coup, Oui. vous pouvez très bien les utiliser comme support. En effet, ça Comme peut la- être une bonne alternative à la galerie, enfin, pardon, à la boutique en ligne, Oui, qui est pas forcément bien vue ou alors pas forcément bien référencée. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ces plateformes-là, par contre, proposent un référencement. oui, Et parce qu'ils ont les moyens d'acheter du Google référencement, etc. Ce qui permet de faire en sorte que lorsqu'on tape votre nom, on tombe directement sur votre compte Armageur ou Singular, etc. Donc ça peut aussi avoir des avantages. ouais. En sachant aussi, euh, j'ai plus l'année, mais je crois que c'est 2021 sur le rapport sur le marché de l'art en ligne. Il y avait une Ah, donnée assez Xcox. intéressante, le rapport des choses, voilà, qui disait que je crois que c'était 51 ou 52% des potentiels acheteurs ne passaient pas à l'acte d'achat lorsqu'ils ne se sentaient pas en confiance sur un site. Voilà. Donc, lorsque vous faites votre propre site marchand, bah, c'est tout à fait logique. Vous n'avez pas forcément toutes les compétences Ouais. pour sécuriser le site, sécuriser les données bancaires, etc., etc. Il n'y a pas forcément de SAV qui est disponible, accessible visuellement sur la plateforme pour l'acheteur. Donc, du coup, Ouais. ces plateformes-là, elles peuvent être aussi, ça c'est un bon aspect, hein, garant d'un certain sérieux. C'est-à-dire que Oui. si vous n'envoyez pas l'œuvre, bon, mais la personne, elle, ou si l'œuvre Faut arrive, se retourner, ouais, en effet. elle Faut se sera remboursée. Donc, en Ouais, fait, ouais. ça, c'est un point intéressant puisque
pour un certain nombre de clients, ils vont en effet peut-être aller sur votre site, aller sur des comptes Instagram, des réseaux sociaux, mais en cherchant votre nom, comme vient de le dire Mathilde, tomber sur un site qui va les rassurer. Mm. Voilà, donc ça c'était un petit tour, un gros tour quand même, je trouve, sur les différentes typologies de galeries. Maintenant qu'on a fait ça, qu'on a essayé de vous montrer tout ça, le but, ça va être de se dire, bah, comment on fait? Où va-t-on? Ouais. Première chose, que cherchez-vous? Et surtout, on part du positionnement. Mm. Extrêmement important, Mathilde l'a dit à de nombreuses reprises, une galerie, c'est une identité. Ce ne sont pas des murs, ce ne sont pas des capacités commerciales. Ça va être annexe. Du coup, l'important, ça va être partir de vous, de votre singularité, de votre positionnement. Est-ce que vous produisez plutôt sur un paradigme art contemporain, plutôt moderne? Quels sont les médiums que vous utilisez? Photos, dessins, peinture, sculpture, céramique, etc. Quel est également votre parcours? Certaines galeries ne vont travailler qu'avec des personnes qui sortent des beaux-arts. Mm. D'autres vont mettre en avant une relation avec des artistes peut-être plus autodidactes. Mm. Et peut-être aussi parce que la personne qui est à la tête de la galerie ne sort pas d'un cursus traditionnel. Et donc, ce sont aussi des points d'accroche plutôt sur le parcours, sur l'aspect humain. Donc là, c'est vraiment très important de partir de vous et même, voilà, vous voyez le tableau qui est présenté. Pourquoi pas de faire cet exercice-là en vous disant, voilà, quelle est ma démarche? Mm. Quelles sont les thématiques que j'aborde? Quels sont les médiums? Quel est mon parcours? Quel est mon CV? Où est-ce que j'habite aussi? Mm. Ça peut être vraiment intéressant de faire ça. Alors oui, et puis alors c'est pour ça aussi d'où l'intérêt de nos métiers, toi et moi, Pierrick, c'est l'accompagnement artistique individuel, parce que nous, on est en mesure aussi de vous positionner sur ces questionnements, à savoir justement quelle est votre démarche, finalement quelles sont les thématiques que vous abordez dans votre boulot. Parfois, ça nous est arrivé d'avoir des cas où les gens se font des fausses idées aussi sur ce qu'ils font ou sur ce qu'ils sont. Et donc, nous, notre professionnalisme aussi, il se situe sur le fait que on est en capacité de vous dire, bah oui, ça, c'est en fait, vous êtes dans des lignes plus institutionnelles, ou alors pas du tout. Vous êtes dans des problématiques en fait qui sont plus de l'ordre du design ou de l'artisanat. Et dans ces cas-là, on est nous en mesure aussi de vous positionner. Voilà, on peut parfois le faire seul, mais souvent on est très mauvais juge et critique de son propre travail. Donc ça c'est quand même quel artiste êtes-vous? C'est quand même un exercice très difficile. Donc l'accompagnement justement a son intérêt dans ce sens-là. C'est ça. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, un point à comprendre important, la relation entre un artiste et une galerie. Comment ça fonctionne? Mmh. La première chose, je pense que tu vas être d'accord là avec moi, c'est la question des relations humaines en fait. Bah, bien sûr, parce que c'est comme en fait, rencontrer son galeriste, c'est un peu comme une rencontre amoureuse. Euh, Finalement, c'est tout un processus et puis parfois il y a un peu de drague, voilà, parfois c'est passionnel, parfois il y a des ruptures douloureuses. Euh, donc voilà, c'est vraiment une relation humaine. Elle est au-delà de l'amicale justement parce qu'elle est professionnelle, il y a des intérêts communs. Et il faut aller dans le même sens. Comme tu l'as noté, là, des passions communes, une vision similaire, oui, du flirt au mariage, c'est un peu ça, c'est vrai, C'est ça. complètement, parce que en fait, c'est avant tout une relation de confiance. Mais comme dans un couple, hein, en fait, c'est la confiance qui prime. Et, euh, et cette relation de confiance, elle va se faire assez naturellement. Donc, il faut pas non plus forcer les choses. Il faut pas chercher justement à tout prix à rentrer dans une relation, mais il faut laisser faire. Et ça se base en effet sur une rencontre. Et cette rencontre-là, elle peut être provoquée
dans plusieurs cas, par plusieurs facteurs. Alors, la plupart du temps, comment on rencontre une galerie? Alors, soit c'est la galerie plutôt qui vous rencontre en général, hein, à la sortie des Beaux-Arts de Paris ou quand vous êtes en résidence à la Cité internationale des Arts à Paris. Ça, c'est pour des grosses galeries, hein, j'entends. Et puis sur des parcours un peu plus institutionnels. Mais il y a un deuxième aspect qu'il faut surtout aborder, c'est la cooptation. Parce que très souvent, les artistes sont cooptés par d'autres artistes dans les galeries. C'est du genre, ah bah tiens, j'ai mon pote, un tel, qui fait ça, je vais te le présenter, et ça match ou ça match pas. Voilà, comme qu'on peut rencontrer hein, des gens aussi dans la vie de tous les jours, hein, dans les relations humaines. Et ça peut se faire en ligne aussi, c'est vrai. Mais c'est un peu plus long, un peu plus compliqué, un peu plus stratégique. Oui, on va avoir la ça peut être aussi, moi ça m'est déjà arrivé, que certains artistes aient une exposition prévue dans la galerie, mais au moment donné, au moment de penser l'exposition, qui est pas, soit parfois pas assez d'heures, ou une envie d'exposition commune. Et du coup, de présenter un autre artiste aux galeristes en disant, bah voilà, là, je suis en train de travailler sur telle thématique, et je pense que ça serait intéressant qu'il y ait un regard avec un autre travail. Et donc, ça peut être un premier pas. Alors, au début, c'est juste pour le temps de l'exposition, hein. Mais s'il s'avère que cette relation-là fonctionne avec le galeriste, s'il y a un bon retour des visiteurs, voire des potentielles ventes, que ça puisse se transformer par la suite en une autre relation, quoi. Ouais, complètement. Un point important à noter aussi, dans la manière dont j'entends souvent les artistes parler de la relation de galerie, c'est comme si elle n'était pas sur un point d'égalité. C'est comme s'il y avait parfois le petit artiste qui souhaite rencontrer le grand galeriste qui va le faire évoluer. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'artiste ou le galeriste, ce sont deux professionnels du monde de l'art. Ils n'ont pas les mêmes prérogatives, ils n'ont pas la même activité, mais ils sont dans la même direction. Ils sont on va dire, sur un point d'égalité. Après, bien évidemment, il y a des différents niveaux, comme au sein des artistes, hein, les artistes débutants, émergents, des artistes plutôt confirmés. Il y a ça aussi pour les galeristes. Mais, en fait, quand vous allez contacter une galerie, quand vous commencez à travailler avec une galerie, il ne faut surtout pas se mettre sur une position presque d'infériorité. Parce que c'est une commune. Absolument pas, en plus, dans le sens où, en effet, comme le dit ton slide d'après, hein, avec la relation de confiance, voilà. En fait, il y a de l'interdépendance entre les artistes et les galeristes, parce que le galeriste, si vous recrute, ou le ou là, hein, c'est qu'il a le staff d'acheteurs derrière qui va pouvoir acheter votre travail. Il va pas vous recruter parce qu'il a un coup de cœur sur votre boulot. S'il a pas d'acheteur derrière, ça n'a aucun intérêt pour lui. Même s'il aime votre boulot. D'ailleurs, des galeristes pourraient vous dire, ah, j'adore votre travail, mais j'ai pas les acheteurs pour. Bien sûr. Voilà. Et c'est plutôt positif, hein, d'ailleurs. Mais il faut savoir qu'un ou une galeriste, en fait, travaille avec un peu toujours les mêmes acheteurs. D'ailleurs, je sais pas si on en est là encore, mais on est sur la relation artiste-galeriste, en fait. Et du coup, l'idée, c'est vrai que cette relation, elle se construit sur une base où les artistes vont être en mesure d'intéresser des collectionneurs. Et ces collectionneurs-là, les galeristes les ont déjà depuis des années. C'est-à-dire qu'ils ont un carnet d'adresses, quoi. Et du coup, ça, ce qui est intéressant, c'est aussi de comprendre, justement, si on se met à la place du galeriste, qui, lui, doit transmettre ce message-là auprès de ses collectionneurs. Il peut, certes, c'est son métier, il va pouvoir décrypter votre travail, mais il va aussi attendre, du coup, de vous, une partie professionnelle, une maîtrise de votre travail. Ce n'est pas le galeriste qui va venir à l'atelier, décrypter toute votre démarche artistique pour pouvoir la transmettre à ses collectionneurs. Donc, il y a vraiment aussi un échange
d'information. Donc, le fait de pouvoir faire en sorte que vous lui transmettiez votre démarche artistique, votre positionnement, que vous puissiez échanger sur la vision artistique que vous avez, ça va être extrêmement important pour que lui puisse la transmettre aussi au collectionneur. Au final, il va interpréter bien évidemment ce qu'il voit de votre travail, mais il va aussi être une sorte de, parfois de porte-parole même. Oui, complètement. Puis alors, là, si on parle aussi de la relation aux collectionneurs et aux ventes, il faut savoir que souvent, on pense que lorsqu'on rentre dans une galerie, on va être bien reçu. Et puis, voilà, on peut passer pour vite fait un touriste américain, hein, si vous rentrez dans une galeriste à Paris, là, enfin chez un galeriste à Paris. Voilà, on peut vite passer pour un touriste américain et on va être reçu et on va nous expliquer le boulot et voilà. Et alors que pas du tout. Si vous avez déjà fait l'expérience, il y a peu de galeristes en fait qui viennent vous saluer. Ils restent plutôt dans l'arrière-boutique, mais tout simplement parce qu'ils savent très bien que vous n'allez pas acheter en fait comme ça en journée, que ça ne se passe pas comme ça. C'est un marché en fait qui est un marché de l'ombre et les ventes se font très souvent dans l'arrière-boutique. Et souvent, les galeristes, lorsqu'ils rentrent un nouvel artiste, ils vont appeler leur leur collectionneur d'habitude, en leur disant salut Jean-Michel, j'ai rentré un nouvel artiste, viens prendre un café, viens prendre une coupe de champagne, viens manger du saucisson et je te présente les dernières œuvres voilà de sous le manteau. Parce qu'en fait, ce qu'aime un collectionneur aussi, et là on va parler peut-être un peu à un moment donné aussi du collectionneur vraiment, mais c'est être privilégié. Et le privilège, en fait, il se fait dans cette arrière-boutique, il se fait avec cet attachement qu'il a en fait envers son galeriste. Il lui fait confiance, et c'est pareil, on est toujours dans la même relation de confiance. Relation de confiance, galeriste, artiste, relation de confiance, galeriste, collectionneur. Et c'est vraiment un triangle amoureux, en fait, ce qui se passe. Donc, il faut avoir conscience de ça et se dire aussi en tant qu'artiste, est-ce que moi, en tant qu'artiste, à un moment, je ne serais pas aussi en mesure de proposer ça directement à un collectionneur, à savoir une relation de privilège et une invitation de temps en temps à manger du saucisson parce que ça fait toujours plaisir et à présenter les dernières œuvres parce que il y a une possibilité de vente de main en main, en fait. C'est exactement ça. Pensez à l'intimité qui peut être là. Un autre point qui va être justement sur approcher une galerie. Tu parlais tout à l'heure de cooptation. Enfin, je pense que toi aussi, hein, mais on a beaucoup d'artistes du coup qui veulent contacter les galeries. Parfois, c'est déjà fait même. Au final, la question c'est est-ce que on peut soumettre son travail à un galeriste, à une galerie? Alors, on peut, mais il faut déjà qu'il y ait tout ce qu'on a évoqué avant, hein, des affinités, tout ça, machin, et on peut y aller en fait, non pas en disant coucou, c'est moi, voilà mon dossier, intéressez-vous à moi. Enfin, ça, c'est hyper violent. Et pour l'avoir vécu moi-même en tant que, alors je suis même pas galeriste, mais j'ai monté une plateforme et des dossiers comme ça ou des mails comme ça, j'en ai très souvent. Bonjour, voici mon dossier, cordialement. Et donc il y a même pas de questions, il y a pas d'interro, il y a rien. C'est vraiment bonjour, intéressez-vous à moi. Et alors souvent j'ai merci pour votre retour ou merci de me faire un retour. Et donc ça veut dire qu'on demande un service à quelqu'un et c'est chiant. C'est chiant. Non, mais je l'ai dit. Voilà, on n'a pas envie de répondre à ça. En fait, moi, des fois, ça m'est arrivé de dire bonjour, d'accord, bonne journée, au revoir, parce que il n'y a pas de question et il n'y a pas d'intérêt. Si quelqu'un, alors moi, je suis pas galeriste, mais vient plutôt me voir en disant voilà, j'ai découvert votre plateforme, j'aime bien ce que vous proposez, comment ça se passe, quelles sont les conditions. Comment vous sélectionnez vos œuvres, quel est votre parcours. Là déjà j'ai plus envie de répondre. Mais ça c'est encore une fois c'est de l'humain. Mais pareil quand vous allez dans un vernissage, vous dites pas bonjour. Alors moi je suis artiste, voilà je fais ça. Vous vous intéressez déjà à l'autre, mais dans n'importe quelle soirée d'ailleurs. Sinon c'est pas bon. Généralement éviter d'aller
à des vernissages avec. Voilà. Avec l'intention de dire bonjour, c'est moi. Là-dessus, vous pouvez aller sur YouTube. Vous avez alors une ou plusieurs, je ne sais plus, mais j'en avais regardé une, d'interview de François Rastol, donc qui est la galerie Rastol à Paris. Et lui, justement, qui explique un petit peu ces démarches-là, mais par contre, qui incite, et je suis vraiment d'accord avec lui, et ça rejoint ce que tu disais, hein, n'hésitez pas à, oui, soumettre votre travail à une galerie. Mais peut-être pour un retour d'expertise. Peut-être pour des questions sur le portfolio. Peut-être sur un regard sur le travail, parce que la personne en face va exposer de la photo, que vous faites de la photo, donc peut-être une relecture de portfolio. Oui, mais dans ces cas-là, il faut poser des questions et parfois, en effet, les galeristes aussi sont pas toujours disponibles. Tout le monde ne le fait pas. Il faut le comprendre aussi, on n'exige pas quelque chose de quelqu'un lorsqu'on envoie un mail. De toute façon, on ne peut pas exiger quelque chose de quelqu'un. Et je pense qu'il faut être un peu plus subtil que ça, à savoir, en effet, tenter de créer une relation humaine et ça se passe dans le questionnement et dans l'intérêt qu'on peut avoir pour l'autre. Parce que l'idée, c'est pas simplement de se mettre en avant, mais plutôt de mettre en avant l'autre avant soi. Ça, c'est une évidence. Oui. Et du coup, un point là-dessus, si jamais vous avez du mal parfois même à rentrer en contact avec les galeries, tu parlais de la cooptation tout à l'heure, mais du coup, la recommandation. Oui. Donc, d'autres artistes, bien évidemment. Quand on parle, par exemple, de comment ça peut se passer sur le réseau artistique, sur la visite d'ateliers, sur des événements, mais parfois, certains artistes vont réaliser des événements même personnels. Un artiste va fêter son anniversaire, il va inviter d'autres artistes, puis il va inviter des amis du monde de l'art. Ouais. Donc, son galeriste, sa galeriste, un commissaire, un critique. Donc ça peut être aussi des moments. Et n'hésitez pas aussi parfois même à demander aux collectionneurs. Parce que vous pouvez avoir des collectionneurs qui vous achètent en direct, mais qui ont l'habitude d'aller voir, enfin d'aller acheter dans des galeries. Bien sûr. Donc, peut-être qu'ils peuvent avoir dans leur cercle amical des galeristes, tout simplement. Un petit dernier point, on l'a quand même évoqué, mais surtout sur les choses à ne pas faire. On a évoqué les deux premiers points, du coup, donc entrer dans une galerie uniquement pour déposer un portfolio. Je vous assure, moi je l'ai vécu là, pas sur une plateforme en ligne, mais vraiment dans une galerie où je travaillais sur Bordeaux, où j'ai vu un artiste arriver, son tote bag rempli de portfolios, et c'était vraiment bonjour, j'habite à 50 km de Bordeaux, je viens faire mon petit tour annuel. Si ça vous intéresse, dites-moi. J'étais un peu trop jeune à l'époque, mais du coup, je n'ai pas su quoi répondre, quoi. Bon, j'ai quand même regardé, mais je ne savais pas quoi répondre. Alors, j'en ai très honte, mais ça m'est arrivé aussi. Je suis même pas venue avec un portfolio. Moi, je suis venue carrément avec une œuvre d'1,20 m par je sais pas combien quand j'étais aux Beaux-Arts. Je suis rentrée dans une galerie. D'ailleurs, le galeriste a été très gentil avec moi. Mais maintenant, avec le recul, je me dis, mais franchement, je le referai pas. Enfin, c'est la honte, quoi. Voilà. Également, du coup, si vous allez en vernissage, le but, à la limite, peut être de parler avec d'autres artistes, mais en aucun cas, le but ne va être d'avoir un maximum d'informations sur comment l'artiste a fait pour exposer, sur comment le galeriste a choisi cet artiste-là. Non, le but, c'est tout simplement qu'on vous reconnaisse ou que vous discutiez avec d'autres personnes. Ensuite, si vous allez voir des galeries, si vous allez voir des expos, renseignez-vous sur leur singularité, leur ligne éditoriale. Et enfin, évitez l'approche purement par mail pour, comme tu le disais tout à l'heure, hein, juste merci de me faire un retour, est-ce que vous pourriez m'exposer ou autre? Ouais, et une autre petite parenthèse, surtout évitez les cartes de visite. C'est hyper ringard. Surtout, on ne laisse pas ces cartes on ne fait pas de cartes de visite déjà. On ne laisse pas ces cartes de visite. Ça se fait pas. C'est vraiment très opportuniste. Et il faut éviter de passer pour quelqu'un d'opportuniste, quoi. C'est ça. Et du coup, avec tout ça, alors là, on était peut-être un peu négatif, mais on a présenté plein de galeries, plein de typologies de galeries, et on a dit surtout ne faites pas ça. Hormis la cooptation, on n'a pas dit grand-chose sur les Ouais, c'est ça. En fait, comment on fait? Pour finir, est-ce qu'en fait, il est possible
de mettre en place une stratégie pour trouver une galerie? Oui, bien évidemment, puisque déjà, s'il y a de la cooptation, ben, il peut y avoir, alors, associer stratégie et relations humaines, parfois, ça peut sembler un peu fou, mais il peut en effet y avoir différentes solutions. La première, ça va être peut-être d'attirer l'attention. Là, les réseaux sociaux vont jouer en votre faveur, puisqu'en plus, on n'est pas obligé parfois de se rendre physiquement sur place. Donc, le fait d'aller sur les comptes Instagram des différentes galeries, le fait de peut-être d'échanger avec eux, avec les personnes qui sont qui gèrent les réseaux. Une petite astuce là-dessus, n'hésitez pas, si vous allez voir un vernissage, nombreux d'entre vous le font, hein, vous allez au vernissage via les réseaux sociaux, une petite story sur Instagram en taguant la galerie. Normalement, la personne, quand elle voit les différents comptes qui l'ont tagué, va se rendre sur votre compte. Donc, du coup, il peut y avoir potentiellement quelques likes en retour ou la galerie peut vous suivre. Ensuite, si vous allez au vernissage, n'hésitez pas non plus à retourner voir l'exposition le reste du temps, là où il y aura peut-être moins de monde, où les personnes seront disponibles. Si vous ne tombez pas sur la stagiaire. Mais il peut y avoir aussi, ça c'est la problématique des réseaux sociaux, c'est qu'on ne sait pas à qui on parle. Bah oui. Sur une galerie où, on l'a dit tout à l'heure, 88% sont parfois seuls et sont directeurs, managers, etc. Bon, c'est eux qui vont gérer leurs réseaux sociaux. Mais sur une galerie un peu plus grande, en effet, il va y avoir des assistants, des assistantes. Bah, bien sûr. Parfois, vous allez avoir l'assistant, l'assistante qui va liker toutes vos photos. Vous allez pouvoir vous dire waouh, la galerie ou le galeriste, la galeriste adore mon travail. Et voilà, chou blanc. Donc, du coup, ça peut être intéressant de retourner voir la galerie, de commencer à discuter, même sur l'exposition en cours. Hein. La première chose, c'est de parler de ce qu'on a en commun. Donc, l'exposition, donc le travail. Encore une fois, on n'y va pas avec son portfolio. Mathilde l'a dit, pas la carte de visite. Et on n'y va pas forcément pour se présenter. Ensuite, là-dessus, comment peut-on se renseigner au maximum sur la galerie? En posant des questions. Ouais. Justement. Même avant d'aller voir la galerie. Non, mais c'est toujours bien de poser des questions aussi. Oui, mais par la suite. Si vous êtes déjà au courant de l'histoire et tout, ça fait toujours plaisir à la galeriste ou au galeriste d'y répondre. Donc voilà, faut pas venir en se disant je me suis renseignée, je sais que vous avez fait ça, je sais que vous avez fait ça, je sais que vous avez fait ça. Faut aussi voilà, toujours être dans cette dynamique de dialogue. Donc même si vous renseignez avant, ça c'est bien, il faut quand même y aller là sous forme de questions. Mais ça peut permettre du coup de relancer aussi et de montrer que vous n'enchaînez pas les visites de galeries sur une journée et que vous connaissez un minimum. Donc ça va permettre un peu plus d'échanges. Après la présentation de son travail. C'est ça. Lorsque vous allez le voir, enfin, vous l'avez peut-être déjà remarqué, en effet, il y a tout ce discours-là sur le travail, puis il peut y avoir un moment de bascule où on parle du travail. Du coup, là, le but, c'est aussi de s'y préparer à tout ça. Oui, mais sans être dans la pression ou dans un exposé, il faut y aller un peu comme chez McDo, quoi, comme vous êtes. Hein. Parce que, encore une fois, c'est votre personnalité qui va primer, quoi. Si vous êtes hyper tendu, ça va se ressentir et c'est pas l'idée, quoi. Donc, en fait. Ouais. Que ce soit naturel et puis, justement, de pouvoir parler de votre démarche artistique, de vos intentions, de vos différents projets, mais essayez de garder un peu de recul là-dessus. En effet, comme vient de le dire Mathilde, c'est pas la question de la démarche. On travaille beaucoup ces questions-là, justement, sur les accompagnements. Le but, c'est de rester sur je maîtrise ce que je dis, je ne suis pas en train de réciter un texte que j'ai appris par cœur. C'est vraiment être en maîtrise de votre démarche, donc faire comprendre aussi le professionnel que vous êtes. Du coup, la maîtrise technique, la maîtrise théorique, ça va être vraiment un bon point. Et surtout aussi, peut-être, cette question de la singularité, de la faire ressortir par votre travail. Oui. Ça, j'ai souvent un certain nombre d'artistes qui me disent ça.
Je n'ai vu personne d'autre le faire. Ah ouais. Mm. C'est une phrase à éviter parce que Tout a déjà, été fait en art, donc vous posez voilà, pas la question. c'est assez Ça a été compliqué. Ça pourrait montrer justement un manque de professionnalisme. Il fait. suffit Ouais. que le galeriste ait en sa connaissance un artiste venu un petit peu d'Amérique du Sud, vous n'avez pas vu, ou d'Asie ou autre, et vous ressort ça, la discussion est quand même mal Ah embarquée. oui, et puis bah d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis. Moi, j'ai souvent des artistes qui me disent oui, alors on m'a dit que. Oui, on a dit de mon travail que c'était très original. Oui, on a dit de mon travail qu'on n'avait jamais vu ça. Oui, on a dit que. Alors déjà, le on ne sait pas qui c'est. Et puis en fait, c'est assez mal vu d'utiliser des retours spectateurs sortis de leur contexte pour parler de votre boulot. Parce que finalement, alors on vous demande pas d'être le critique de votre propre travail, mais de venir en fait en toute humilité Bien sûr. et justement de dire bah voilà, moi ce qui m'intéresse c'est de faire ça, de mettre ça en valeur parce que c'est ça mes centres d'intérêt. Le reste en fait c'est pas votre problème. Justement, vous n'êtes pas le spectateur de votre propre boulot et donc vous n'allez pas raconter des on-dit sur votre boulot et vous n'allez pas être le critique de votre propre travail. Vous n'allez pas dire oui, ce qui donne un aspect révolutionnaire à la chose, parce que non, en fait, vous n'êtes pas en mesure aussi de dire des choses comme ça. Donc, il faut faire très attention à ce que vous dites sur votre boulot. C'est aussi en cela qu'on balise, Pierrick et moi, dans nos accompagnements artistiques et qu'on est en mesure de vous accompagner sur ces questions-là, justement. Quelle est la limite entre être artiste, la démarche, le critique d'art, le retour spectateur, voilà, ça sont trois choses différentes. C'est ça. Et du coup, pour terminer, dernier conseil. Je sais que c'est pas forcément euh, celui que vous avez forcément envie d'entendre, hein, mais c'est la question de la patience. Il arrive souvent dans la manière dont la relation se crée entre un artiste et une galerie, qu'il y ait en effet parfois une première visite d'atelier, puis ensuite une proposition peut-être d'exposition collective, peut-être par la suite, si ça fonctionne, un test sur la plateforme en ligne, enfin bref, une succession d'étapes qui du coup vont prendre énormément de temps. Donc ça, en plus, ajouter à la programmation, bien évidemment, hein, une galerie qui n'aurait pas, qui aurait pas de programmation pour les 3 prochains mois, c'est peut-être qu'il y a des problématiques. Mm, Donc ça, c'est vraiment comme une relation humaine, le fait voilà, de garder le contact, de temps en temps inviter à une visite d'atelier, d'aller voir la personne dans ses expositions, de montrer un petit peu sa tête au vernissage sans forcément forcer la chose, de manière à petit construire cette relation jusqu'à ce qu'elle puisse être peut-être, on va dire, officialisée par une exposition personnelle, quoi. Oui, d'ailleurs, il faut savoir que les galeries, lorsque vous rentrez hein, dans une galerie sérieuse, hein, j'entends, doivent vous proposer un solo show au moins tous les 3 ans. Mmh. Ça, c'est une sorte de règle aussi. Et surtout, ce qu'on n'a pas évoqué, ce sont les contrats que vous passez avec. Alors, les contrats, souvent, ils sont un peu tacites. Il faut quand même les expliciter à l'écrit. C'est important avec un ou une galeriste parce que vous pouvez avoir des surprises parfois justement sur les notions d'exclusivité ou voilà sur des pourcentages un peu cachés. Moi j'ai vu des galeristes qui m'ont dit oui alors moi quand je fais un solo show et que j'ai pas vendu mais que l'artiste récupère son œuvre que j'ai présenté lors du solo show et qu'il le vend de son côté ben je demande 20% parce que j'ai pris un risque sur un solo show. Donc voilà, toutes ces petites choses-là, parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le métier de galeriste est un métier qui ne s'apprend pas donc et qui n'est absolument pas réglementé. Les règles sont absolument tacites et sont absolument gérées par chaque galeriste. Il faut aussi poser des questions en fait sur leur manière de fonctionner. C'est le meilleur moyen de ne pas avoir de mauvaises surprises, quoi. C'est ça. Bah écoutez, peut-être que ça pourrait être le mot de la fin.
Ben voilà. C'est une bonne chose. Mais voilà, en tout cas, on espère vraiment qu'il y a eu un maximum d'informations pour vous. Surtout, n'hésitez pas, je vous l'ai dit en introduction, à aller voir la base de données. Puis après, même à revenir vers nous, vers Mathilde ou vers moi ou Pierre Benoît directement sur le site de Topo, peut-être pour qu'on puisse mettre en place ensemble toutes ces questions de positionnement, de recherche de galeries, pour voir de stratégie, quoi. Avec plaisir. Merci Mathilde, merci pour Eh ben, merci à toi, Pierrick. Merci à l'information. Nico. Et puis, à bientôt. Très bonne soirée à vous. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir.